Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Oui, on va revenir sur ce manque de civisme qui afflige nos sociétés. Je le disais d'entrée de jeu, cette idée, là, ce qu'on entend de plus en plus, des téléphones en mode haut-parleur un petit peu partout. Il y a cette chronique de Mario Girard dans La Presse qui nous dit que lui, là, il parle de cet affreux phénomène des conversations téléphoniques en mode haut-parleur que aux États-Unis, en fait, c'est la norme aujourd'hui. Sophie Durocher, également, dans le Journal de Montréal, revient avec une chronique sur ces incivilités, notre manque de civisme, notre manque de politesse. Et on va en parler avec quelqu'un de poli. Ben oui, ben là, j'ai pas mon téléphone, fait que c'est impossible que ça sonne. Pas, c'est ça, puis on va quand même se le dire, la politesse, c'est pas signe d'effacement, puis qu'on n'a pas notre mot à dire. La preuve, Rémi, tu es quelqu'un avec des opinions, avec, tu es capable de dire les choses, mais en même temps, ça aussi, ça peut te faire sauter dans les airs. Ben, tout à fait. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une accélération là, dans le déploiement de ces incivilités-là. Le téléphone cellulaire au théâtre, bon, ça, c'est vieux comme le monde, là, vu en tout cas aussi vieux que le téléphone. Mais le fait de parler sur son haut-parleur comme ça, de crier même des fois parce qu'on parle avec quelqu'un qui est dans un autre pays. Donc, on dirait que la connexion est mauvaise, on crie. De regarder des séries télé, c'est ça le texte de Mario Girard, c'est là-dessus aussi. C'est les gens qui regardent des séries là, comme ça. Il dit même, moi, j'ai pris l'autobus et j'étais assis entre deux personnes qui ne regardaient pas la même série. Tu te dis, mais là, on est dans l'absurde. Pourquoi? Alors, bon, moi, je pense, évidemment, je le dis tout de suite, parce que là, après, on n'en parle plus, la pandémie. Maintenant que c'est dit, OK, on arrête d'en parler. Parce que tout s'explique par la pandémie aujourd'hui. Oui. Bon, c'est vrai que la pandémie nous a isolés, nous a fait peut-être perdre quelques repères, quelques règles de savoir-vivre. Cela dit, c'est pas la pandémie, là. Je pense qu'au Québec, on dirait qu'on est lasse. On est lasse. C'est la preuve. On ne va plus au restaurant quand on commande. On se dit, bon, on a pris une table de réservation, 4 mois. On n'ira pas finalement. Ça, c'est correct, mais on n'appelle pas. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que, je sais pas, on est lasse. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui nous unit? À peu près rien. On pourrait dire le français, de moins en moins. Le français est de moins en moins la langue commune à Montréal. Dans les sociétés où on n'observe pas ça, je sais que tu vas recevoir demain Sophie et Richard qui vont venir parler, je pense... Mercredi du Japon. J'espère que c'était pas un punch, là, sinon je t'en marre. Mais écoute, tu l'as annoncé, le scoop, il n'y a personne qui écoute ma chronique de toute façon. Non, mais eux autres sont allés dans un pays où ils n'observaient pas ça. Puis dans d'autres sociétés, on l'observe aussi, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que les gens vivent, mais ensemble. Il y a un fil qui conduit tous les comportements, un fil rouge ou un fil bleu, trouvez-lui la couleur que vous voulez. Le Québec, c'est quoi? Sincèrement, là, je pose la question. On est une société, certes. On est une province, certes. OK, oui, il y a un territoire qui délimite, mais qu'est-ce qui nous tient ensemble? Il fut un temps où il y avait quelque chose. Il y avait la culture, il y avait un projet politique. Et là, comme on n'a pas défini ça, comme on est comme à demi-développé, on est inaccompli, on est inachevé, c'est la société des identités. On est chacun une entreprise individuelle qui circule et qui, comble de malheur, des fois doit en croiser une autre. Donc, croiser une autre personne. Et c'est là qu'après, on teste véritablement si on est poli, puis si on est civil, de moins en moins, visiblement. Oui, il y a cet aspect, je trouve, justement, dans les relations un peu interpersonnelles, c'est le côté relâché. Moi, je trouve que ça s'est un peu accéléré, puis ça va dans tout. C'est de la façon dont on se présente au monde, c'est la façon dont on parle, la façon, des fois même, dont on peut se vêtir. Puis c'est pas un jugement, en fait, c'est pas une question d'argent. C'est pas ça. C'est une question de comment tu te présentes au monde. Et c'est la même chose avec les téléphones ou quoi que ce soit. Quand on est juste dans notre bulle, puis que finalement, on se dit... de toute façon, si l'autre n'est pas content, c'est ce respect-là aussi, je trouve, qui s'est un peu délité. Puis on se complaît dans ce relâchement. Ça n'a pas toujours été ça. Je veux dire, mais le relâchement est à la mode, tu as raison. C'est juste dans la mode. Quand on regarde ce qui est à la mode aujourd'hui, il paraît que maintenant que tu peux porter un kangourou puis un sweatpant, puis tu peux aller sur un tapis rouge. Moi, je les regarde des fois, là, les plus beaux looks de nos vedettes. Puis tu te dis, ils vont nous sortir, je sais pas moi, des grands tailleurs. Ben non. T'as des garçons qui sont habillés comme la chienne à Jacques. Là. On dirait qu'ils sont allés chercher une pinte de lait au dépanneur à côté. Puis, alors, ça se manifeste autrement. Mais c'est le côté adolescent, c'est-à-dire c'est le côté un peu de dire les normes, c'est tellement bourgeois de s'habiller ou quoi que ce soit. Mais je peux vous dire, en tout cas, tu le sais, je vis en France depuis quand même un certain temps maintenant.
Et non, c'est quand même quelque chose qui est quand même propre au Québec, je te dirais. OK. Oui, oui, on le voit dans le milieu artistique, ça a toujours été ça aussi, parce que c'est l'expression de se dire, nous, on n'est pas dans les normes, donc on peut se permettre. C'est presque une façon de faire inconsciemment une sorte de doigt d'honneur au code bourgeois, de dire finalement, non, moi, je me présente en gougoune, puis en short, puis c'est ça, mon individualité, ma singularité. Ça se peut que c'est juste aussi du relâchement, mais après, regarde, c'est un jugement, puis comme je dis, ça peut être une sorte de jugement de valeur, mais c'est aussi propre à une société. C'est très drôle parce que, exemple, en France, dans certains restaurants, tu te présentes et tu peux juste pas rentrer en short. Puis je te dis pas nécessairement des grands restaurants chics, là, de décorum. Tu sais, les gens ne sont pas portés à arriver nécessairement comme ça. Il y a comme une espèce d'étiquette, alors qu'ici, au contraire, tout de suite, on a peur de passer pour... quelqu'un qui est snob, quelqu'un qui veut... tu vois un peu. Donc, je pense qu'il y a aussi ce trait, peut-être, aujourd'hui, de relâchement qui s'est un petit peu généralisé aussi. Mais la France est une société achevée, qui se définit, qui a des repères. Mais là, on va dire que t'es dans le complexe du colonisé, puis que finalement, on est là-dedans, on s'assume pas. Tu penses pas qu'il y a ça aussi? Peut-être qu'on va se faire... je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écrire en disant, ouais, vous êtes donc bien pognés. Je sais pas. Je sais juste une chose, c'est qu'on sait ce que c'est qu'un Français. C'est correct d'être un peu slack, comme on dit en bon québécois. Ouais, c'est correct d'être slack, c'est correct d'être relâché, mais c'est toujours mieux d'être pas slack, de pas être relâché. Ça, c'est une opinion très personnelle, oui. Mais tu sauras qu'on sait ce que c'est que la France. Quand les gens vont en France, ils disent « on s'en va en France parce qu'on mange bien, parce que les Français, c'est l'élégance, tout ça. » Bon, mais les Français sont définis par quelque chose. Le Québec, non. Donc, on peut choisir de se donner un pays et d'être comme des Américains. On peut faire ça aussi parce qu'aux États-Unis, je pense qu'ils rencontrent les mêmes problèmes. Mais concernant le téléphone, par contre, là, oui. Ça, en France, tu dois l'observer quand même, ça aussi. Oui, ça, c'est l'aspect de... Je pense que c'est ça, sur la question du civisme, du « je me moi ». On est là-dedans. Et le téléphone comme extension, un peu, c'est le paradoxe, comme je disais, c'est qu'on on va chialer, comme on dit, sur la vie privée, puis les codes QR, puis mon Dieu, on veut nous contrôler, on veut prendre nos informations personnelles, mais on est les premiers à... Parce que là, c'est quand même une autre... tu sais, quand tu parles au téléphone avec soit des écouteurs ou tu mets le téléphone sur ton oreille, oui, on va entendre un peu ce que tu dis, mais on n'entend pas la conversation de retour. Là, c'est l'exposition claire de ton intimité, je sais pas, là, tu entends ta copine qui est en train de se faire un pédicure, puis pourquoi je suis témoin de ça? Le pire, c'est des chicanes. Moi, des fois, j'entends des chicanes. Des chicanes. Tu te dis, mais attends une minute, non seulement on ne devrait pas t'entendre, mais en plus, tu lèves le ton et l'autre personne lève le ton, vous vous raccrochez, moment de répit, vous vous rappelez, parce que c'est comme ça que ça fonctionne une chicane, on se retrouve et on se repère. Mario Girard disait dans sa chronique qu'il entendait dans l'autobus ou en fait dans les transports en commun, il y avait un type qui discutait sur l'urne. Il y avait quelqu'un qui était décédé dans la famille, puis là, ça chialait sur « Ouais, mais là, c'est un peu cher, cette urne-là. » Tu sais, pourquoi on était... Tu sais, il y a comme... J'ai l'impression qu'on est devenu comme aveuglé, on se rend même plus compte. Moi, je pense plutôt que c'est l'ère du « je me moi ». Tu sais, on parlait des enfants rois. Bien, il y a peut-être aussi cette période-là que finalement, tout m'est dû. Puis j'en ai rien à cirer de l'autre à côté. C'est le triomphe de l'individualisme, littéralement. Mais réalises-tu, on a le choix donc entre hypothèse A, le je me moi, ou hypothèse B, un relâchement total. Là, je veux dire, on est mal foutu, là, Karima. Là. Comment on va faire pour s'en sortir? En tout cas, comment le PLQ va faire pour s'en sortir? C'est peut-être Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il pourrait devenir le prochain chef au PLQ? Ben, c'est ce qu'on apprend. En fait, il réfléchit à la chose, à tout le moins. Oui, puis la dernière fois qu'on a entendu quelqu'un dire qu'il réfléchissait, finalement, ça voulait dire que ça s'en venait. Donc, je pense qu'on essaie de sonder dans l'espace public l'appui de la population. On va regarder sur les réseaux sociaux comment la nouvelle est accueillie. C'est drôle, depuis le début de cette course-là, on dit que c'est une course à la chefferie au PLQ. C'est le cas. Mais moi, je pense qu'on cherche plutôt le prochain chef du camp du non. Parce que je regarde Denis Coderre, par exemple, qui a un profil semblable à Pablo Rodriguez. On parle de gens qui ont fait de la politique fédérale. Capitaine Canada. Des gens qui ont un profil très semblable à celui de Jean Chrétien. On appelle ça des distribueux de coups de pied dans les chenolles. Ces gars-là sont prêts à tout. Je me rappelle, Pablo Rodriguez, il y a un an, devant la question de la souveraineté, il avait dit « Ben oui, mais c'est comme c'est encore des chicanes de barbecue. » C'est pas de la haute voltige là, sur le plan intellectuel, mais ça fonctionne. Ça fonctionne dans une campagne référendaire. Ça fonctionnera peut-être pas dans la situation actuelle politique au Québec. On sait que les électeurs
typique là, du Parti libéral dans une campagne du non, ben, il vote déjà un peu à la CAQ. Donc, c'est pas vraiment comme ça qu'on peut aller chercher. Mais s'il y a un référendum, parce que le PQ est premier dans les sondages et qu'il déclenche un référendum dans un premier mandat, donc autour de 2027-2028, mais ça va prendre quelqu'un comme ça qui va nous rappeler que les pensions des vieux vont s'en aller, que les soldats vont perdre leur pension, qu'on ne sera pas capable de subvenir à nos besoins, que les frontières, comment on va faire pour faire des passeports, on va savoir notre prochaine monnaie. Ce genre de discours-là. Et les rocheuses. Les rocheuses. Je te laisse ça, les rocheuses. Mais moi, je vois honnêtement l'un des deux l'emporter. Donc là, à date, il y a juste Coderre qui s'est officiellement lancé. Pablo Rodriguez, il songe. Les autres candidats, ben, c'est Charles Milliard. Moi, on me dit que ça ne lève pas pantoute son affaire. Antoine Tardif, qui est un maire très jeune de Victoriaville, inconnu, je veux dire, personne ne le connaît ou presque, à part les gens de Victoriaville. Frédéric Beauchemin, Frédéric Beauchemin est au PLQ. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est à l'intérieur du parti? La question se pose. On n'a certainement pas besoin de quelqu'un qui a été mêlé à une controverse également. C'est son cas. Donc, Coderre contre Rodriguez, là, ça serait une bonne bagarre, puis ça va se donner des coups de pied en bas de la ceinture, ça c'est sûr. Bon, on va surveiller la chose de près, mais je suis d'accord avec toi que maintenant, ça va être comme si le côté nationaliste était occupé par la CAQ, par le PQ, qui assume cet aspect-là. Et maintenant, que reste-t-il au PLQ? C'est de dire, oui, peut-être de ramener la bonne vieille peur du référendum et de devenir, encore une fois, les champions du camp du non. Il y a effectivement peut-être un créneau là-dedans à voir. Rémi Villemur, merci. Merci. À demain. Bye-bye. Salut.